Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Jean-Luc Mélenchon ne ferme aucune porte à une discussion avec Benoît Hamon. Le candidat de la France insoumise a présenté son programme économique, plan d'investissement de 100 milliards d'euros, augmentation des dépenses publiques de 173 milliards d'euros sur 5 ans et baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25%. Alors comment financer ce programme ? Emmanuel Macron a également révélé son programme économique au journal Les Échos. Aujourd'hui, le candidat d'En Marche veut réaliser 60 milliards d'économies et réduire la dépense publique française de 3 points de PIB en 5 ans. Il défend un plan d'investissement public de 50 milliards d'euros. Enfin, en Grèce, un troisième plan de sauvetage devrait être débloqué. Athènes a accepté de faire des concessions pour sortir de l'impasse avec ses créanciers. 9 plans d'austérité, 3 plans d'aide et une réélection plus tard. La crise grecque n'est toujours pas résorbé. On en parle tout de suite avec mes invités. Nicolas Bavrez est avec moi. Bonjour. Bonjour. Éditorialiste au Figaro et au Point. Auteur, donc ça c'est votre dernier ouvrage, Chronique du déni français. C'est chez Albin Michel et ça reprend vos chroniques du Point. Éric Coquerel, bonjour. Merci d'être avec nous. Orateur national de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, Pierre Briançon est avec nous. Bonjour Pierre Briançon, bonjour. Chef du bureau de Paris au magazine Politico. Jean-Luc Mélenchon, je vous disais, ne ferme aucune porte, en tout cas c'est ce qu'il a dit, de discussion avec Benoît Hamon. Le candidat de la France Insoumise a présenté son programme économique avec un plan d'investissement de 100 milliards d'euros, une augmentation des dépenses publiques de 173 milliards d'euros sur 5 ans et aussi une baisse des impôts sur les sociétés qui passerait de 33 à 25%. Alors comment financer un tel programme? Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon et on en débat ensuite. 100 milliards. C'est une somme qui peut vous paraître importante, mais le député Les Républicains, M. Carèche, avait expliqué que les allègements d'impôts, les suppressions d'impôts de 2000 à 2010, à partir de 2010, ont coûté 100 milliards par an à l'État. C'est-à-dire l'État a été appauvri volontairement de 100 milliards. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça représente, à l'année 2016, le quart de la dette du pays a été créé par des recettes qui ne sont pas arrivées volontairement. Bon. Éric Coquerel, c'est pas tout à fait clair. Comment finance-t-on justement 73 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en 5 ans et puis un plan d'investissement de 100 milliards d'euros financé par emprunt, d'après ce que j'ai lu, en ce qui concerne le plan d'investissement. En partie. Comment on le finance? Eh bien, on table en gros sur les chiffres du FMI. Bon, le FMI estime que pour 1 euro mis dans l'économie réelle, ça produit en gros 2 à 3 euros de recettes publiques. Ça, c'est le multiplicateur keynésien. Voilà. Nous, on l'a pas pris. On n'a pas pris de 2 à 3, parce qu'on s'est dit qu'on allait justement prendre quelque chose qui ne souffre pas critique. Donc, on a estimé un coefficient multiplicateur à 1,4. Bien. Effectivement, c'est une politique d'inspiration keynésienne. Un Keynes qui aurait rencontré la question de la transition écologique et de la nécessité, vu les questions de climat, de faire face et de pas seulement avoir une politique de croissance aveugle. Mais effectivement, le ressort, c'est ça. Mais moi, avant de vous répondre, si vous voulez bien, et de laisser la parole à mes débatteurs, je voudrais quand même rappeler dans quelle situation nous sommes. Il y a une trentaine... Très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout de même comment vous financez votre programme. Mais on fait face aujourd'hui à une situation qui ne marche pas, qui est née il y a une trentaine d'années avec Thatcher, baisse des dépenses publiques, des recettes de l'État, libre-échange généralisé, le fait d'avoir une politique aussi de déflation salariale pour permettre des profits toujours plus importants, en espérant que les profits d'aujourd'hui feront les emplois de demain. Bon, ce qu'on constate, c'est que, qui plus est, en plus dans la zone de l'Union européenne, qui est peut-être la zone qui, par essence, présente le plus de libre-échange sans aucune harmonisation sociale et fiscale dans un espace Donc si ça ne fonctionne pas, c'est à cause du libre-échange. Ça ne fonctionne pas. De libre-échange et aussi de cette contribution qui a appauvri l'État et qui a estimé que pour produire des bénéfices, il fallait prendre sur, en gros, ce qu'ils appellent le coût du travail, ce que nous on appelle le prix du travail. Bon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça produit un record historique. Vous voulez remettre en cause vous parliez tout à l'heure des années 30, je pense que nous avons des risques effectivement dans les années 30, c'est-à-dire faire face à une crise économique telle qu'elle peut produire, d'un point de vue politique, y compris malheureusement des issues telles que celle du Front National, etc. etc. Bon. Donc il faut faire une politique radicalement inverse. La politique radicalement inverse, c'est de parier sur effectivement
des investissements dont nous avons besoin dans la transition énergétique, dans la santé, dans l'éducation, et effectivement de revenir finalement à une situation qui n'est pas révolutionnaire, qui a une quinzaine d'années, au niveau des budgets de l'État et des budgets de la santé. Voilà, il faut redonner de l'air à l'activité économique. Mais en augmentant la dépense publique, ça fait partie. Oui, en augmentant les dépenses publiques et en pensant que l'activité générée va faire en sorte qu'en réalité, tant sur le front du chômage, les choses vont largement s'améliorer, mais aussi, d'ailleurs, y compris sur la question des dépenses de la dette d'ici 5 ans, y compris sur, Vous pensez que la dette va se stabiliser quand j'ai regardé vos chiffres, on est déjà pratiquement à 100%. Nos économistes qui sont Jacques Généreux, qui sont les Mouangdok, estiment qu'effectivement, après un pic de 4,8% de dette en 2018, on arrivera à baisser en réalité sur les 5 ans de 2,5% la dette, même si la question n'est pas... Pour être clair, vous augmentez les dépenses publiques et ça entraîne une stabilisation de la dette. Ce qui se passe, c'est que vous avez à un moment donné, vous mettez de l'argent dans l'économie, d'accord, ça va produire des effets, notamment, nous le constatons, un effet par exemple d'inflation que nous assumons, on préfère l'inflation au chômage si vous voulez, mais un effet aussi où la première année, il y aura une augmentation de la dette, mais qui peu à peu, parce que l'activité prendra le relais en fait, en termes de plus d'impôts, en termes de moins d'argent qui partiront dans le chômage, etc. Et nous arriverons effectivement à une dette moins importante à la fin du quinquennat. Nicolas Bavrez, que pensez-vous justement de cette augmentation des dépenses publiques? Est-ce que ça peut faire redémarrer la machine? Parce qu'après tout, pourquoi pas? C'est vrai qu'on est à 10% de chômage aujourd'hui. Exactement. Je crois qu'il y a un large accord sur le diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a une exception française économique, malheureusement, du décrochage de la France, avec 4 problèmes. Décroissance. Deuxièmement, un chômage de masse. Troisièmement, un problème de déficit commercial qui est la marque d'un déficit de compétitivité. Et des déficits et une dette publique la dette qui va atteindre 100% du PIB. Ensuite, et c'est l'intérêt d'ailleurs des 2 programmes qu'on va discuter, donc soit on peut avoir une approche réformiste, soit une approche de rupture. Comme il vient d'être dit, le programme de Jean-Luc Mélenchon est un programme de rupture sur 3 grands plans. Le premier, c'est effectivement dépenses publiques et impôts. Donc l'idée, c'est de relancer la dépense publique, comme on l'a vu, les investissements d'un côté, et puis d'autres dépenses. Alors, que pensez-vous justement de l'impact? Est-ce que vous êtes d'accord avec Éric Coquerel quand il dit que ça va stabiliser la dette publique parce que de toute façon, ça va relancer la machine? Comment c'est financé? Ça va créer 3,5 millions d'emplois aussi, vous dites. Comment c'est financé? C'était d'abord votre première question. Alors, ça peut être financé par l'impôt. Et donc, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, sauf à ce que vous me contredisiez, mais il est prévu 100 milliards d'impôts supplémentaires. Alors ça, c'est le premier problème, parce qu'en 2012, on a fait 65 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, et on a complètement cassé la croissance et l'emploi pour 5 ans. Donc pour vous, hausse d'impôts, ça veut dire on casse la croissance. C'est pas si simple que ça. La deuxième possibilité, c'est la dette. Le seul problème, comme vous l'avez dit, c'est qu'on est à 100% de dette publique, qu'on est déjà dans un cycle de remontée des taux, et donc on va déjà avoir un choc de taux d'intérêt sur la dette française. Et choc de taux d'intérêt, ça veut dire baisse de l'investissement, justement. La dernière manière de financer, c'est ce qui est en filigrane aussi dans le projet, c'est l'idée que la Banque centrale finance, rachète de la dette, donc ça s'appelle la planche à billets. Ça génère de l'inflation, et le problème de l'inflation, c'est que l'inflation, comme le disait Mendes France, c'est d'abord un impôt sur les pauvres. L'inflation, elle ronge le revenu, et notamment le revenu l'inflation, ça veut dire augmentation générale des prix. Des plus pauvres. Il y a quand même un problème, si vous me permettez, pour abonder dans votre sens du financement de la planche à billets, c'est que vous mentionnez un des domaines où le programme nécessite la remise en cause ou la renégociation d'un certain nombre de traités européens, etc. Voilà, on verra dans la deuxième partie. Alors, ce qui concerne le keynésianisme de votre plan, moi, je ne suis pas pour l'austérité à tout prix. Je suis toujours frappé, j'écoute les représentants de votre mouvement avec attention depuis une semaine, que chaque fois qu'on leur demande comment va fonctionner le plan, ça commence par un long développement sur tout a échoué jusqu'à maintenant. C'est un bilan. Et le syllogisme étant, donc il faut faire ce qu'on va vous proposer. Parce que apparemment, sur le diagnostic, vous êtes tous d'accord. Non, attendez.
Et deuxièmement, le keynésianisme, comme tous les tableaux Excel, et y compris vos économistes sont coupables de ça, les résultats qui sortent dépendent un peu des chiffres qu'on met à l'intérieur. Alors votre multiplicateur, notion déjà controversée, sur lequel le FMI a hésité. Multiplicateur, ça veut dire hausse de la dépense publique qui entraîne l'augmentation de la croissance. Même à 1,4, il paraît optimiste, puisque ça dépend des phases et du cycle économique. Comme vous le savez, il peut être très bien 0,5, par exemple, comme on l'a observé à plusieurs reprises. Deuxièmement, l'histoire des 100 milliards d'investissements publics financés par l'emprunt, enfin, pour l'essentiel par l'emprunt. En fait, c'est l'ensemble des dépenses publiques aujourd'hui en France, enfin surtout du surcroît de dépenses publiques, c'est l'ensemble du déficit qui est financé par l'emprunt. On n'emprunte pas juste pour l'investissement public, on emprunte pour payer des professeurs, payer des agents de police, etc. Donc on a déjà dépassé le seuil. Et enfin, troisième élément, c'est que votre plan rappelle un peu la splendeur du temps des équipages, au sens où la France était seule, pouvait faire ce qu'elle voulait, etc. Or, le vrai problème, c'est que ça ignore complètement la contrainte extérieure, un terme que j'aime pas trop, mais surtout les accords européens. Non, mais surtout les accords européens, les traités. Alors on reviendra sur l'Europe. Et la nécessité de travailler avec. On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez répondre déjà sur la hausse des impôts? Ça va faire beaucoup de questions à la fois. D'abord la hausse des impôts. On verra sur l'Europe après. On est d'accord. On verra sur l'Europe dans la deuxième partie. Sur la hausse des impôts. Sur la question des impôts, non. Augmenter de 100%. Il n'y a pas de hausse des impôts à peu près dans le plan que nous prévoyons. Pour les foyers qui vont jusqu'à 4 000 €. D'accord ? On prévoit une réforme fiscale importante, par exemple la taxation du capital comme le travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord ? Nous prévoyons 14 tranches d'impôts de façon à répartir de plus également les impôts. Il y en a combien aujourd'hui de tranches d'impôts d'ailleurs ? Il doit y en avoir 6 ou 7. 6 ou 7, oui. Donc vous voulez doubler. On propose un impôt plus progressif. On propose aussi, par exemple, vous allez comprendre sur les entreprises. Attendez, laissez-moi finir. Au-dessus de 400 000 €, me semble-t-il. Parce que déjà, il y a 2 personnes en face de moi, donc ça va être compliqué sinon. Allez-y. On propose aussi, par exemple, vous allez comprendre, sur les impôts sur les entreprises, de baisser de 33 à 25%. Vous l'avez dit vous-même. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les très grandes entreprises, quand elles ne s'arrangent pas avec l'optimisation fiscale, en plus pour ne carrément pas payer d'impôts, mais en gros, en moyenne, payent 8% d'impôts. Les PME payent 33%. Ça, c'est une injustice absolument totale, dans le sens où, par exemple, la relance de l'activité économique va beaucoup passer par les petites et moyennes entreprises. Donc nous, ce que nous prévoyons, c'est un fonds de solidarité interentreprises, notamment pour permettre justement d'aider les toutes petites entreprises, puisque nous allons revenir à des 35 heures telles qu'elles doivent être. Nous allons revenir à une retraite de 60 ans. Donc, il y a des aides à faire. Et il y a donc des aides à faire en prenant aux entreprises qui, en gros, pour aller vite depuis des années, mettent beaucoup d'argent dans les dividendes. On est le record d'Europe, le pays recordman d'Europe des dividendes en Europe, et mettre très peu d'argent dans les investissements. Parce que j'écoutais Nicolas Bovrez, mais vous savez comme moi que le problème climatique que nous connaissons depuis une vingtaine d'années en France, c'est que les dividendes augmentent, les profits non investis augmentent, et de la même manière, les investissements baissent. Preuve que cette politique ne favorise pas l'investissement. Donc, les impôts seront traités de manière beaucoup plus juste, et ce que nous estimons effectivement qu'ils vont rapporter, c'est 33 milliards en hausse des prélèvements obligatoires. On va chercher aussi dans les niches fiscales. Il y a des centaines de niches fiscales dans ce pays. On en prend 38 milliards. Et effectivement, on va aussi prendre, non pas la totalité, parce que ça, on n'y arrivera pas dès le début, mais au moins 30 milliards de l'évasion fiscale qui existe. Et à partir de là, il y a plus d'argent qui arrive dans les impôts, mais il est plus juste, en réalité, pour les 3/4 des Français. D'accord, on se retrouve dans la deuxième partie, juste après le journal. Vous restez avec nous.